L'Audi Q4 e-tron est sorti il y a maintenant 3 ans, mais en début d'année 2024, il a été grandement amélioré techniquement. On va parler de ses évolutions dans cette vidéo, des évolutions qui sont passées un petit peu inaperçues dans les médias. Effectivement, Audi n'a pas organisé d'essai presse de ce nouvel Audi Q4 millésime 2024 et donc on n'a pas eu connaissance de toutes les nouveautés qu'Audi a apportées sur son SUV compact premium, l'Audi Q4 e-tron. On va parler de ces nouveautés dans cette vidéo. Les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochains essais de voitures électriques. Et j'ai envie de dire, c'est parti! Et avant de parler des évolutions en matière de connectivité et en matière de recharge rapide, parlons des évolutions d'un point de vue technique, notamment au niveau des motorisations. Alors on a toujours la même batterie de 77 kWh de capacité nette utile, 82 kWh de capacité brute, mais on a des autonomies qui ont été un petit peu améliorées. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a des moteurs qui sont maintenant plus efficients. On hérite en fait du nouveau moteur inauguré sur la Volkswagen ID.7, notamment pour la version propulsion, et puis sur la nouvelle ID.4 GTX ou bien le nouveau Skoda Enyaq RS. On a donc les mêmes moteurs ici sur cette Audi Q4 e-tron. Ce qui veut dire que sur la version propulsion, on passe de 204 à 286 chevaux avec un couple de 545 Nm, ce qui est assez impressionnant. On va vraiment ressentir la différence à la conduite. Et puis le Q4 e-tron 50 s'appelle maintenant Q4 e-tron 55 parce qu'il est plus puissant. Il passe de 299 à 340 chevaux, tout comme l'ID.4 ou l'ID.5 GTX et le Skoda Enyaq RS. Ce moteur est aussi bien plus coupleux, 545 Nm de couple également, un 0 à 100 abattu en 5,4 secondes. Et j'ai envie de dire, enfin Audi arrive avec un SUV compact qui est pratiquement à la hauteur des concurrents. Alors effectivement, 229 chevaux, c'était déjà pas mal, mais là, 340 chevaux avec ce couple, c'est déjà beaucoup mieux. Mais effectivement, si vous voulez encore plus puissant, il faudra vous tourner vers l'Audi Q6 e-tron ou même le SQ6 e-tron, basé sur la même plateforme que le Porsche Taycan, la PPE. Mais pour cet Audi Q6, il faudra débourser, je pense, un montant pratiquement à 6 chiffres, malheureusement. Donc cet Audi Q4, il arrive vraiment en force en matière de motorisation. En revanche, il n'est pas encore au niveau d'autres concurrents dans la même gamme de prix ou même moins cher. Au niveau de la puissance, il n'est pas encore au niveau d'un modèle Y Performance qui est pourtant moins cher que ce Q4. Il n'est pas non plus au même niveau qu'une Hyundai Ioniq 5N qui est proposé à un tarif à peu près similaire que ce Q4. Mais dans l'ensemble, ces nouvelles motorisations conviendront quand même à beaucoup de personnes. Donc ces nouveaux moteurs plus efficients nous font gagner un petit peu en autonomie, c'est pas grand chose mais c'est toujours bon à prendre. Idem, ce qui nous fait gagner en autonomie, c'est cette version Sportback ici. On va gagner je crois une dizaine de kilomètres, c'est pas énorme. On choisira cette version coupée notamment pour son look qui est un petit peu plus dynamique. En revanche, on perdra un tout petit peu d'espace au niveau de la tête, environ 1 ou 2 cm à l'arrière. Idem au niveau du coffre, le volume officiel restera le même, un peu plus de 500 litres d'espace de chargement. En revanche, le seuil de chargement est un petit peu plus haut sur le Q4 e-tron Sportback par rapport au Q4 e-tron classique. Et au niveau de la hauteur du coffre, effectivement, si on veut transporter par exemple une cage pour son animal de compagnie ou bien un meuble, etc., ça sera bien plus pratique sur le Q4 e-tron normal et pas la version Sportback. Mais une des nouveautés majeures sur ce nouveau Q4 e-tron de 2024, c'est au niveau des capacités de recharge. Et oui, alors en cours alternatif, c'est toujours du 11 kW de puissance, c'est du classique. Il faudra compter environ 7 heures, 7 heures et demie pour une recharge complète entre 0 et 100%. Par contre, en courant continu, il peut taper maintenant une puissance supérieure à 170 kW. Le 10 à 80% se fait maintenant officiellement en 28 minutes. Or, c'était déjà peut-être le cas avant sur certains modèles. Audi communiquait plutôt toujours 34 minutes. Ici, c'est officiel, on arrive à charger en 28 minutes. Et ça, dans toutes les conditions, je vais vous expliquer pourquoi. Et oui, Audi propose enfin un préconditionnement de batterie, comme ça on ne sera pas pénalisé par des puissances de recharge très faibles en hiver. Ça avait été le cas sur un trajet que j'avais pu faire entre la Suisse et Dijon, pourtant pas très long, et pourtant j'avais été bien pénalisé avec cet Audi Q4 en hiver. Il tapait des puissances de recharge à 60-70 kW maximum contre les 125 officiellement communiquées. Les recharges duraient plutôt 40-45 minutes, c'était assez pénalisant avec une batterie froide. Maintenant, c'est plus le cas, on arrivera à des bonnes puissances de recharge même en hiver. Pour ça, il faudra sélectionner la borne de recharge rapide dans le système de navigation de la voiture et la voiture va s'occuper de tout, elle va préconditionner sa batterie pour qu'elle arrive à la borne à une bonne température pour pouvoir accepter des bonnes puissances de recharge. Donc mine de rien, c'est une grande évolution sur ce millésime 2024, comme sur beaucoup de modèles de groupe Volkswagen actuellement, parce qu'effectivement jusqu'à maintenant avec les modèles Volkswagen, Cupra ou encore Skoda, ou même Audi d'ailleurs, eh bien c'était un peu pénalisant en hiver. Maintenant c'est plus le cas, enfin le groupe Volkswagen propose des préconditionnements de batterie et ça c'est top.
Un truc qui ne change pas chez Audi, c'est sa politique en matière d'options. Ce véhicule ici, il est très bien optionné. Son prix catalogue est de 86 000 francs suisses. Par contre, on n'a pas de double fond ici dans le coffre. C'est un accessoire disponible en option dans un pack. Mais sur ce modèle, par exemple, ce n'est pas disponible. Il fallait cocher encore une option supplémentaire, malheureusement. Ce qu'on peut avoir en revanche, c'est un attelage qui va ressortir ici d'une manière électrique. C'est assez cher, mais c'est super pratique. En revanche, sans l'option du double plancher, le plancher, une fois la banquette rabattue, ne sera pas plat, malheureusement. Et même avec cette option de double plancher, la banquette sera encore un tout petit peu incliné, mais ça fait le taf pour transporter des objets assez encombrants. À l'arrière, aucun changement majeur par rapport au modèle de 2021. Idem sur cette version à 86 000 francs suisses, prix catalogue, je le répète. On a oublié de cocher la case du toit panoramique, malheureusement. Bon, du coup, l'intérieur est un petit peu sombre quand même pour une voiture dans cette gamme de prix-là. On est sur une voiture premium quand même et on n'a malheureusement pas de toit panoramique. En option, on peut avoir un toit ouvrant panoramique, c'est super, mais ça coûte également assez cher. La banquette à l'arrière ici avec ses sièges en option S-Line, elle est plutôt confortable. Vous le voyez, le siège de devant est réglé à ma taille, je fais 1,88 m, j'ai pas mal d'espace au niveau des genoux. Honnêtement, j'ai pas beaucoup plus d'espace ou même pas d'espace en plus dans un Audi Q6 e-tron qui est quand même, je crois, 14 cm plus long que ce Q4. Donc franchement, je suis plutôt bien installé. On dispose d'un accoudoir également, voilà, c'est du classique. On a des prises USB-C à l'arrière, une prise 12 volts, des matériaux un peu cheapos, on en reparle juste après. Des porte-gobelets ou porte-bouteilles ici au niveau de la portière, c'est pas mal. Et au niveau de la tête, je suis assez grand, mais je ne touche pas le toit. Il me reste encore environ un doigt, donc c'est limite. Mais ça suffit quand même, malgré le fait qu'on soit dans la version Sportback. Allez, on passe à l'avant et là, il y a quelques nouveautés. Malheureusement, Audi n'a pas amélioré la qualité des matériaux à l'intérieur et c'est bien dommage pour une voiture dans cette gamme de prix-là. Alors sur la partie haute, c'est un peu rembourré, c'est pas mal, mais dès qu'on descend un tout petit peu, regardez, c'est du plastique assez dur. Alors ici, ça va encore, c'est un peu rembourré. Par contre, ici, c'est du plastique quand même assez dur, vous l'entendez. Idem ici au niveau de la porte, idem en bas de la porte, vous le voyez. C'est vraiment pas terrible au niveau de ces plastiques. Heureusement qu'on a un accoudoir un peu rembourré ici, ça sauve un peu la mise, mais quand même. Idem au niveau des passages des pieds, c'est tout du plastique dur ici. Idem dans la console centrale, ça c'est vraiment pas terrible, hein. Regardez, ici c'est du plastique dur, voilà, c'est pas génial. Heureusement que cette console centrale ici sauve un peu la mise, mais attention, on est sur du noir brillant, regardez, ça prend la poussière, les traces de doigts, c'est vraiment pas terrible, comme sur l'Audi Q6 e-tron d'ailleurs. Cet accoudoir, il est pas mal, vous le voyez, on peut le régler en hauteur comme ceci, on peut aussi le coulisser, ça c'est pas mal. Par contre, le matériau ici, ça reste encore cheapos, malheureusement, là encore. Heureusement que ces magnifiques sièges S-Line sauvent la mise, ils sont super confortables. Alors pas très moelleux, ils sont quand même assez fermes comme sur tous les modèles du groupe Volkswagen, mais ils offrent un très bon maintien latéral, je suis très bien installé. On peut régler la profondeur d'assise aussi, ça c'est très bien pour les personnes d'un peu plus grand gabarit. Franchement, ces sièges, ils sont géniaux, ils sont splendides, mais ils coûtent très très cher, là encore, comme beaucoup d'options chez Audi. On a également un nouveau matériau au niveau du volant, c'est plus du vrai cuir, mais c'est du faux cuir du coup. Le matériau est un petit peu particulier, un peu plus lisse qu'avant. Il faut s'y faire, mais bon, c'est une question d'habitude aussi. Et puis, on a un plus grand écran que je vais détailler juste après. Heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'avant, l'écran ici au milieu, il était peut-être un petit peu petit. Celui-ci, il est combiné à un écran derrière le volant qui est de série. Et en option, on peut avoir un affichage tête haute à réalité augmentée, comme ce qu'on retrouvait déjà avant. Celui-là, il n'a pas évolué. Et puis ici, en bas, on a toujours les mêmes commandes physiques. Ça, c'est pas mal pour régler la climatisation, régler la puissance de ventilation. Les boutons physiques aussi pour les sièges chauffants, par exemple, le désembuage, et puis quelques petits raccourcis ici pour le volume, pour activer les aides de stationnement, et puis les aides à la conduite. On a également dans la console centrale un pad de chargement sans fil pour positionner son smartphone en position verticale avec un petit clip, un petit rangement avec de l'antidérapant, deux porte-gobelets au centre, et puis sous l'accoudoir, un espace de rangement assez profond quand même. Idem au niveau de la boîte à gants, c'est correct, mais on est encore sur des plastiques assez durs, malheureusement, dans cette gamme de prix-là. C'est un peu décevant. Au niveau de la partie supérieure de la planche de bord, on a de plutôt beaux matériaux. Par contre, au niveau de la portière, je le répète, ce n'est pas digne d'un véhicule de ce standing. Franchement, Audi, faites un effort. On a heureusement ce nouvel écran qui est un petit peu plus grand qu'avant avec un nouveau software qui a été amélioré. Alors c'est pas encore génial, j'ai eu quelques petits bugs, notamment au niveau de la caméra de recul. Des fois j'ai un léger délai de latence à l'image et là il faut faire bien attention, on peut vite se faire surprendre. Alors en option, on peut avoir une caméra à l'avant, une caméra à 360 degrés. Idem sur cette version ici d'essai, on n'en est pas disposé, on a uniquement une caméra à l'arrière. Sinon, ce software, il réagit quand même plutôt bien, bien mieux qu'avant. Mais vous le voyez, ça reste pas non plus génial. Alors, je vais arrêter la radio en allemand justement. On peut sélectionner aussi les médias directement ici. On a les petits raccourcis pour la radio ici, pour le téléphone. Alors hop, je vais redésactiver la radio en allemand. On a aussi l'onglet de la navigation juste ici avec la carte Google Maps.
Alors, au niveau de la navigation, effectivement, ça ne réagit pas autant bien que sur le nouveau Audi Q6 e-tron. Là, j'ai été bluffé hein, quand j'ai découvert en showroom. Ici, ça réagit correctement, mais sans être exceptionnel. On est loin d'Android Automotive, on est loin de Tesla encore malheureusement. Et pourtant, on est plus cher ici. Mais dans l'ensemble, voilà, ça fonctionne. C'est pas génial, mais ça fonctionne. Et puis, on va tester la commande vocale, voir si elle a été améliorée. Pour ça, on a le petit bouton ici sur le volant. Naviguer jusqu'à Nice. Alors, ça prend un peu de temps, vous le voyez. Pas génial, la Tesla est bien meilleure, mais elle a trouvé apparemment. On va voir maintenant si elle me propose des bornes de recharge sur le chemin. C'est aussi, c'est toute une histoire. Hop, je clique ici sur la première destination qu'elle me propose. Vous voyez, le temps de latence ici, ça prend pas mal de temps justement. Et là, vous voyez, ça tourne, ça charge, etc. Ça prend quand même des plombes, j'ai envie de dire, par rapport à la concurrence, par rapport à Tesla ou Android Automotive, entre autres. Mais par contre, là, normalement, la voiture devrait me proposer des bornes sur l'itinéraire. Ce qui est bien, c'est qu'on peut régler ici différents niveaux de charge qu'on aimerait une fois arrivé à la borne. Ici, je mets 10%. Idem à destination, on peut monter jusqu'à 50%. Ça, c'est bien pratique. Tous les concurrents ne le proposent pas. Hop, je vais laisser là à 10% et je verrai si la voiture va me proposer des bornes. Mais là, ça fait quand même 2-3 minutes que j'attends et pour l'instant, elle ne me propose rien, malheureusement. Ah voilà, là, ça fait bien 3-4 minutes que j'ai mis la destination et la voiture me propose enfin des bornes de recharge sur mon itinéraire. Donc, je vais cliquer sur OK. Et là, qu'est-ce qu'elle me propose? Alors, on a un Go Fast, 45 minutes. Alors, je vais voir où il se trouve. Bon, le planificateur, c'est vraiment pas ça. Hein. Regardez, il me fait charger 45 minutes, puis 51 minutes. On pourrait vraiment optimiser le trajet. Et puis là, vous le voyez, on ne peut pas cliquer sur les bornes que la voiture nous propose. On n'a pas le détail, on n'a pas la puissance de la borne, etc. Franchement, la Audi, faites un effort là encore. Bon, et avant de passer sur la route, un petit mot encore sur les tarifs de ce nouvel Audi Q4 e-tron. Eh bien là, c'est aussi un peu décevant pour être honnête. Les tarifs sont quand même très élevés, même sur l'entrée de gamme. Et après, comme on l'a vu avant, il faut rajouter quand même pas mal d'options pour avoir une voiture bien optionnée qui sera au niveau d'une Audi. Enfin, je veux dire, sur la version d'entrée de gamme, on a vraiment zéro équipement. C'est une version dépouillée. Il faudra quand même rajouter quelques options. En revanche, là où Audi est plutôt bon, c'est au niveau des locations en LOA, LLD, en leasing en Suisse. Vous pourrez bénéficier de bonnes offres en location parce qu'Audi a tendance à mettre des valeurs résiduelles assez élevées sur ses véhicules. En plus de ça, en Suisse, suivant dans quelle entreprise vous travaillez, vous pourrez bénéficier d'un rabais flotte qui peut être intéressant. Et donc, cet Audi Q4 en leasing, il ne sera pas forcément beaucoup plus cher qu'une VW ID4 ou bien qu'un Skoda Enyaq. Donc, ça mérite quand même une réflexion par rapport à ces deux principales concurrentes, notamment si vous êtes intéressé par une location. D'ailleurs, si vous êtes de Suisse et que vous êtes intéressé pour une nouvelle voiture électrique, neuve ou occasion d'ailleurs, tout type de marque, tout type de modèle, mais uniquement si vous êtes de Suisse, vous pouvez mettre un petit mail et puis je peux vous aider à trouver un bon tarif sur plein de voitures électriques différentes grâce à certains contacts que je peux développer avec des concessions. N'hésitez pas à me contacter, bon, je peux rien vous garantir et je reste bien évidemment totalement indépendant des constructeurs automobiles, je précise. Bon allez, on prend la route. Donc c'est parti, on va parler maintenant de la conduite de ce nouvel Audi Q4 e-tron, notamment au niveau des différences qu'il y a par rapport à la précédente génération. À part la puissance, hein, on l'a vu en introduction, il n'y a pas grande différence non plus à la conduite. On a toujours une voiture qui se manie plutôt bien, surtout en version propulsion. Elle aura un excellent rang de braquage. En version 4 roues motrices, le rang de braquage reste tout à fait correct. On a toujours une excellente visibilité grâce notamment à de très grands rétroviseurs latéraux. C'est très bien. Sur la version Sportback, on sera un petit peu empiété au niveau de la visibilité à l'arrière avec le petit aileron qu'il y a justement à l'arrière. Mais ça reste encore correct au niveau de la visibilité dans ce rétroviseur ici. On a toujours une voiture qui se manie très bien. Une direction qui est très précise et très légère. Même en mode sport, elle reste assez légère. On a un système de récupération ici, vous le voyez, qui va malheureusement pas ou toujours pas à l'arrêt complet. Ça, c'est un peu dommage sur le groupe Volkswagen. En fait, il manque pratiquement juste cette récupération qui va jusqu'à l'arrêt complet pour avoir une voiture électrique vraiment aboutie. Là, c'est un peu dommage, mais je vais faire un petit test de récupération ici à 50 km/h. Voilà, je me mets à 50, je relâche 3, 2, 1. Vous le voyez, la récupération est quand même plutôt forte. Je suis maintenant à 35 km/h, 25, 20. Et vous le voyez, là, elle va aller jusqu'à 5-6 km/h et elle va continuer de rouler toute seule. Ça, c'est pratique pour les manœuvres. En revanche, pour certaines manœuvres, des fois, la voiture a tendance à accélérer un petit peu fort. C'est assez perturbant. Et des fois, avec l'auto-hold, justement, il faut donner un très léger coup d'accélérateur et la voiture va accélérer très fort, peut-être même trop fort. C'est un petit peu perturbant. J'arrive ici sur autoroute, bien évidemment, j'ai aucune difficulté à m'insérer. On a toujours de série un avertisseur d'angle mort qui sera directement dans le rétroviseur ici, enfin dans la coque de rétroviseur. Ça ne sera pas
dans le miroir lui-même. Sur autoroute, on profite d'une plutôt bonne insonorisation sans être non plus exceptionnel. J'ai un très léger bruit d'air ici au niveau du montant A. On profite en option d'un vitrage acoustique à l'avant, donc un vitrage à double épaisseur. C'est en option là encore chez Audi. En option également, on a droit à un système de conduite semi-autonome comme ce qu'on a sur le Skoda Enyaq ou la VV ID.4 ou ID.5. En revanche, sur cette version d'essai, je n'ai pas non plus la conduite semi-autonome. Je le répète, c'est une voiture à 86 000 francs suisses malheureusement, mais j'ai bel et bien le régulateur de vitesse adaptatif avec le commodo ici en bas, donc un deuxième commodo en dessous des clignotants, comme ce que propose Skoda. Sur le volant, on a toujours des touches physiques ici, par exemple le raccourci pour le volant chauffant, ça c'est pas mal. On a refusé de mettre des touches à retour haptique comme ce qu'on a sur les Volkswagen ID par exemple, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce régulateur de vitesse adaptatif se montre très satisfaisant dans son utilisation, c'est un régulateur assez dynamique. En revanche, la voiture lit les panneaux de sortie d'autoroute, vous l'avez entendu ici, la voiture elle va sonner parce que je roule trop vite alors que je suis à 120 km/h, c'est limité à 120 km/h, mais elle a lu le panneau de droite donc elle va sonner, elle va automatiquement adapter sa vitesse au panneau comme les Volkswagen et ça je trouve un peu dérangeant quand même, surtout quand la voiture lit mal les panneaux. Ça fonctionne bien la plupart du temps, mais des fois quand elle les lit mal c'est un petit peu dérangeant étant donné que la voiture va freiner pour rien sur autoroute comme c'est le cas juste maintenant. Bon, je débite dans cette vidéo, mais dans l'ensemble c'est une voiture plutôt agréable à la conduite. Sur autoroute elle est faite pour avaler les kilomètres, on s'y sent bien, on a de bons accoudoirs, une bonne position de conduite, une bonne visibilité. Un système de conduite semi-autonome qui fonctionne bien si on a choisi l'option. Son régulateur de vitesse il fonctionne aussi très bien. Dans l'ensemble, c'est une voiture assez aboutie à la conduite comme tous les véhicules du groupe Volkswagen, j'ai envie de dire. En revanche, cet Audi Q4, il est assez lourd, il fait plus de 2 tonnes. Malgré le fait qu'on ait des suspensions adaptatives ici en mode sport, la voiture se montre quand même assez lourde en virage. Effectivement, c'est pas un foot de guerre en matière de conduite sportive. On pourra s'amuser, évidemment, on aura un très bon couple, beaucoup de puissance aussi. C'est une voiture assez fun, mais ça reste un SUV assez lourd. On ne peut pas dévier les lois de la physique, ça reste un SUV. Donc effectivement, c'est pas la voiture la plus sportive que j'ai conduite. C'est pas non plus le SUV le plus sportif que j'ai conduit. Or ici d'ailleurs, je roulais un petit peu vite, j'étais à 102 km/h dans le 100 km/h. La voiture m'a averti. Et ce que j'aime bien à bord de ce nouvel Audi Q4, c'est que les alertes sont pas trop dérangeantes, comme c'est le cas d'ailleurs sur les Skoda, il me semble. Les alertes ne nous perturbent pas trop dans la conduite, elles vont pas sonner systématiquement quand on dépasse la vitesse réglementaire de 1 km/h. Donc là, franchement, je trouve que ces alertes sont plutôt pas mal et je les désactive pas en somme parce que j'aime bien que la voiture me prévienne quand je roule un petit peu trop vite sans être non plus trop intrusive comme c'était le cas par exemple sur la BYD qui sonne dès qu'on dépasse de 0,1 km/h la vitesse réglementaire. Ici, c'est pas le cas, donc ça j'apprécie sur ce nouvel Audi Q4 e-tron. Donc dans l'ensemble à la conduite, c'est une voiture très aboutie, peu de défauts, beaucoup de qualité à la conduite. On s'y sent bien, la récupération est plutôt forte, hein. On l'a vu ici en sortie d'autoroute, j'ai pas dû freiner. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que j'ai rien oublié. Sinon, je vous mettrai des petits commentaires hein, si jamais j'oublie quelque chose. N'hésitez pas aussi à rajouter des commentaires si jamais vous en avez. Si vous avez des retours d'expérience aussi sur l'Audi Q4 e-tron, eh bien, je serai ravi de vous lire dans les commentaires. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. On passe maintenant à la conclusion de cette vidéo. Donc on l'a vu, ce nouvel Audi Q4 e-tron, il est devenu bien meilleur. On a une meilleure efficience, une meilleure autonomie, des meilleures capacités de recharge, notamment en hiver grâce à son préconditionnement de batterie. Bref, il est devenu bien meilleur et il méritait quand même un petit update technique pour revenir à la hauteur des concurrents. Est-ce qu'il est vraiment à la hauteur de ses principaux concurrents? C'est difficile à dire. C'est vrai que par rapport à un modèle Y, la différence de prix est quand même difficilement justifiable. Idem, on en aura beaucoup plus pour son argent avec une Hyundai Ioniq 5N qui est dans la même gamme de prix. On a un bruit de moteur artificiel, beaucoup plus de puissance, un look d'enfer. Mais par contre, ça ne plaît pas à tout le monde effectivement. Donc cette Audi Q4, c'est une voiture, je dirais, assez pragmatique. Elle ne fait rien d'extravagant non plus. Elle fait tout plutôt bien, mis à part son planificateur d'itinéraire qui pourrait être un peu amélioré et son software qui est là encore pas au niveau de la concurrence. Sinon, ça reste correct si on ne cherche pas une voiture ultra puissante. Je vous recommande d'aller comparer les offres en LLD, LOA et leasing parce que vous serez peut-être surpris au niveau des tarifs de ce nouvel Audi Q4 e-tron. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et moi je vous dis à très bientôt, toujours au volant de voiture électrique. Bye bye!